Salut tout le monde et bienvenue à cette sixième capsule de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième sorte de relation entre des classes, soit la composition. La composition, c'est une relation qui est plus forte que l'utilisation qu'on a vue précédemment parce que dans une composition, on a un objet qui contient un autre objet et leur existence sont parfaitement liées. Donc, c'est une relation qui est très forte. On regarde ça rapidement. Vous allez voir, la capsule est un peu chargée, je vous avertis d'avance, donc préparez-vous un petit moment, puis essayez d'être concentré. Gênez-vous pas pour mettre à pause, reculer. Si jamais il y a des bouts que vous ne comprenez pas, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, la composition, le concept est facile à comprendre. C'est son utilisation qui peut devenir compliquée. C'est simplement une relation basée sur la contenance. Donc, lorsqu'on a une classe A qui est composée d'un objet B, c'est une relation de composition. Donc, la classe A, c'est le composé. La classe B, c'est le composant. Le composant est à l'intérieur de la composée. Des exemples très simples. Une auto qui contient un moteur et des roues. Donc, la classe auto va définir des attributs qui seront un moteur et des roues. Donc, dans un objet auto, il y aura un objet moteur puis 4 objets roues à l'intérieur. L'objet hôtel qui se compose de plusieurs objets chambre d'hôtel, un ordinateur qui se compose d'objets comme CPU, clavier, écran, ou le mammifère qui se compose d'une tête et de 4 pattes comme on avait vu au début de la capsule précédente. Le composant va donc être, comme je le disais, un attribut du composé. Donc, lorsqu'on a une classe, puis qu'un de ses attributs, c'est un objet d'une autre classe, c'est ça qui crée automatiquement la relation de composition. On dit que les cycles de vie du composé et de ses composants sont intimement liés parce que lorsqu'on crée le composé, ces composants sont créés automatiquement pour pouvoir exister à l'intérieur de lui. Et lorsqu'on détruit le composé, ben, ces composants sont détruits aussi. C'est impossible de faire en sorte de conserver les morceaux une fois qu'on a détruit le composé. On va dire que donc c'est une agrégation forte. L'agrégation faible existerait, mais ne serait pas une relation de composition à ce moment-là, lorsque le composant ne disparaît pas lorsqu'on détruit le composé. L'exemple que j'avais donné la dernière fois, c'est, supposons, vous êtes un étudiant, vous êtes dans un groupe en ce moment de programmation orientée objet. Lorsque le groupe va arrêter d'exister à la fin de la session, vous allez continuer d'exister de votre côté, vous ne serez pas détruit avec le groupe, vous allez pouvoir éventuellement être remis dans l'autre groupe. Donc ça, c'est une relation qu'on appelle d'agrégation, tout simplement. On ne la couvrira pas maintenant parce que ça prend des pointeurs. Mais dans la composition, l'agrégation est forte, donc les objets sont liés intimement. Si un objet B est un attribut de l'objet A, le constructeur de l'objet B va être appelé avant celui de l'objet A. Ce que ça veut dire, c'est donc on va construire les morceaux d'abord et après, on va construire l'objet qui contient les morceaux. C'est très logique. Avant de construire l'auto, il faudrait construire tous les morceaux de l'auto pour pouvoir les assembler et former une auto. Donc, c'est logique et cohérent. La raison, en fait, informatique derrière ça, c'est tout simplement que c'est possible que lorsqu'on crée l'auto, qu'on ait besoin d'accéder aux composants, aux morceaux qui sont à l'intérieur pour sa création. C'est possible qu'on ait besoin d'accéder aux données qui sont à l'intérieur des objets internes. Donc, il faut que ces objets-là existent déjà. Donc, ça, c'est quand même très logique tout ça. Lorsqu'on va détruire l'auto, ça va être le contraire qui va se passer. On va d'abord détruire l'auto et après, on va détruire ses morceaux, ses composantes. Donc, toujours, on construit les morceaux d'abord et l'objet qui les contient après, mais quand on détruit, c'est tout le temps à l'envers de la construction. Donc, d'abord le gros objet, puis ensuite les objets composants. On va regarder une petite démonstration de ça. Le code que je vais vous montrer là est disponible sur Prof d'Info. Donc, si vous voulez aller le chercher pour le regarder, parce que je sais que là, ça va aller vite. Il y a beaucoup de stock. Donc, gênez-vous pas pour retourner voir puis faire vos propres expérimentations. J'ai créé 3 projets dans la même solution. Donc, on va regarder d'abord la classe CAuto de base, qui est une classe auto qui ne contient pas de composition. Donc, un peu telle qu'on aurait pu la concevoir avant d'avoir vu ce chapitre-là. Mettons qu'on dit que l'auto, ce qu'elle a besoin d'avoir, c'est le nombre de chevaux de son moteur et la pression de chacune de ses roues. Supposons qu'on s'en tient à ces simples attributs-là. Bien, on se fait une classe auto qui contient ces choses-là. Donc, on décide qu'on va mettre une constante pour le nombre de roues. Très cohérent. Et on va avoir donc un tableau de roues. Tableau de pression des roues. Donc, dans chaque case, on met la pression de chacune des roues. Puis, on a le nombre de chevaux du moteur. On a un constructeur, un destructeur,
un get puis un set pour le nombre de chevaux, puis un get pour la pression de la roue. On lui dit quelle roue on veut, puis il va nous donner sa pression. Mais on va décider qu'on ne mettra pas un set directement. On va mettre des fonctions dans l'interface qui permettent de gonfler ou de dégonfler. Là, j'ai juste fait dégonfler, qui va simplement, on lui dit quelle roue on veut dégonfler, puis il va enlever tout l'air qu'il y a dedans. Puis on peut s'imaginer qu'il y aurait donc d'autres, il y aurait l'équivalent pour le regonfler. Donc le constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à travers toutes les roues, puis il met la pression à 30 pour chacune d'elles, et il met son attribut nombre de chevaux à 100. Le set nombre de chevaux va simplement s'assurer qu'on a un nombre de chevaux qui est non nul et positif, donc pas de négatif. Le dégonflage de roue vérifie d'abord que le numéro de la roue qu'on veut dégonfler est un numéro valide, et si oui, ben, il met la pression à 0 dans cette case-là du tableau. Et le get, pression de la roue, lui aussi doit valider. Ah, puis d'ailleurs, ici, je devrais utiliser la constante. Donc, vérifie que le numéro est valide pour la case. Si oui, il va aller chercher la pression de cette case-là pour nous la retourner. Si jamais la pression était non valide, il faut quand même retourner quelque chose. Donc, j'ai décidé de retourner -1. Comme c'est une pression négative qui ne peut pas exister, on va comprendre que c'est un problème. On est allé chercher une roue qui n'existait pas. Puis là, on a un petit main bien simple qui se déclare une auto qui fait des get, des sets. Donc, affiche le nombre de chevaux. On peut voir ce que ça donne lorsque l'auto est créée. Elle affiche ça. On change le nombre de chevaux à 150, on l'affiche. Ça marche. On va chercher la pression de la roue 2, on la dégonfle, on la réaffiche, elle est rendue à 0. Donc, c'est très simple. Pourquoi je voudrais modifier ça avec une composition? Pourquoi pas laisser ça de même? Ça marche là, en ce moment. Pourquoi je voudrais me casser la tête pour créer un objet moteur puis un objet roue? Bien, en fait, ça semble être complexifié, notre code, mais en réalité, c'est plutôt simplifier sa compréhension. Parce que là, ça va bien. On a juste un nombre de chevaux puis des pressions des roues. Mais supposons qu'on avait à la place toutes les attributs possibles d'une vraie voiture. Qu'on modélise la voiture, elle n'aurait pas seulement ça. Les roues auraient potentiellement aussi des dimensions, une largeur, un diamètre, une composition. Est-ce que c'est des roues, des pneus d'hiver? Est-ce que c'est des pneus d'été? Les capes de roues sont faites en quoi? Ils ont combien de boulons? Le pneu est fait en quoi? C'est juste pour les roues. Le moteur, c'est encore beaucoup plus compliqué. Le nombre de soupapes, le nombre de pistons, toute la consommation du moteur, tous les attributs qu'on peut s'imaginer. Puis là, après ça, ben, là, il y aurait les phares, les clignotants, le volant. Donc, il y aurait plein d'attributs. Si on met tous ces attributs-là dans un gros paquet d'attributs comme ça, directement dans la classe auto, on va en avoir des dizaines, des centaines même, possiblement qu'on peut se rendre jusqu'à 1 millier d'attributs. Puis là, toute la gestion de tout ça, les get, les sets, ça serait tout dans la classe auto. Ça deviendrait vite extrêmement complexe à gérer, ce code-là. C'est pour ça que si on fait des objets petit à petit, un objet roue gère qu'est-ce que c'est une roue. Un objet moteur gère qu'est-ce que c'est un moteur. Après ça, la classe auto est simple. Elle contient un moteur, puis elle contient 4 roues. Chacune d'elles contient d'autres affaires. Donc, on compartimente. Et ça rend tout ça beaucoup plus facile à lire. Là, évidemment, mon exemple est simple, donc on a l'impression qu'on complexifie pour rien. Mais imaginez-vous ça avec plein d'autres attributs. On va aller voir la classe composition. Ici, je vais le définir comme projet de démarrage pour que si je compile puis je démarre, ça soit lui qui soit lancé. Bien, d'abord, on a créé les objets internes. Donc, la roue, à son point H, donc je définis qu'une roue a une pression par défaut de 30. Un constructeur de copie, un destructeur, et on peut faire un get puis un set pour son seul attribut qui est sa pression. Parce qu'on va garder ça aussi simple que tantôt. Le CPP, pas compliqué, il inclut le point H. Il fait, lorsqu'on construit une roue, il set la pression à la pression par défaut. Et j'ai mis un petit cout pour qu'on puisse voir vraiment qu'est-ce qui se passe. Évidemment, on ne mettrait jamais ça dans un constructeur normalement, mais on va pouvoir suivre ce qui se passe quand on construit nos affaires. Le constructeur de copie va chercher la copie, la pression de l'original, va la copier, va afficher un cout. Le destructeur affiche lui aussi quelque chose. Et le set pression s'assure qu'on a une pression non négative.
Voilà, la roue, très simple. Le moteur, très simple aussi, c'est le même principe. On a un nombre de chevaux par défaut. Je déclare qu'un moteur, ça a 100 chevaux par défaut, mais si on veut, on peut utiliser le constructeur avec un paramètre, puis mettre autre chose. Sinon, ben, je peux le mettre égal à 100. J'ai un destructeur, un get, un set, un attribut. Donc, pas de surprise là. Le constructeur, lui aussi, va setter son nombre de chevaux et va nous dire qu'il vient de s'exécuter. Le destructeur va faire de l'affichage un peu et le set va refuser les valeurs 0 ou négatives. Maintenant, lorsqu'on arrive à l'auto, ben, la grosse différence, c'est que dans les attributs de l'auto, on va avoir un moteur et un tableau de roues maintenant. Et non pas un tableau d'entier pour stocker les pressions des roues, mais un tableau de roues, donc un tableau d'objets. Et chacune de ces cases-là, de la case du tableau roue underscore, va être une roue à part entière, donc un objet complet qui contient ses attributs, ses méthodes, puis qui pourrait être aussi complexe qu'on veut. Le moteur, qui s'appelle supermoteur, lui, est aussi un moteur. C'est lui qui contient le nombre de chevaux et qui pourrait contenir tous les attributs et toutes les méthodes qui viennent avec le moteur. J'ai encore mon constructeur, mon destructeur d'auto. Pour le reste, on va s'en reparler un peu tout à l'heure. On va aller voir le main, qu'est-ce qu'il fait, puis on va y aller une étape à la fois. Je me suis fait tout simplement, juste pour un petit rappel, m'assurer que tout le monde suit bien, qu'est-ce qui se passe quand on passe un objet par valeur, par référence à une fonction. Je me suis fait deux petites fonctions qui ne sont pas des méthodes, qui ne sont pas dans un objet, c'est des fonctions du main. Je passe une roue à gonfler par valeur, puis je lui demande de changer la pression de la roue à 50. Ici, je lui passe une référence à une roue et je lui demande de changer la pression à 50. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire ça? Je vais l'exécuter, puis on va regarder juste le début. D'abord, au départ, gonfler une roue par valeur. Lorsque je me déclare une roue de secours, elle est construite. Et ensuite, je vais la passer à la fonction gonfler par valeur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque la roue de secours est passée ici à gonfler par valeur, elle est copiée à l'intérieur d'une roue. Et c'est pour ça que le constructeur de copie de ces roues qui intervient. Après ça, on change la pression d'une roue, qui est locale ici, et lorsqu'on a terminé la fonction ici, la roue est détruite. Et on revient au main et on affiche la pression de notre roue de secours. Elle est restée à 30. Donc, c'est tout le temps une copie d'objet qui est faite et qui est détruite tout de suite après. Par référence, ben là, c'est complètement différent. Si je lui passe la roue de secours par référence, la référence ici n'implique pas de constructeur de copie et modifie l'original qui, après ça, est placé à 50. Il n'y a pas de destructeur qui est appelé puisqu'on n'a pas créé de nouvelle roue. Donc, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je déclare une auto? Je déclare mon auto comme étant un C-auto. Cette simple déclaration-là, regardez tout ce qu'elle va faire. Elle va faire tout ça ici. D'abord, il va construire le C-moteur. Donc, c'est le constructeur de C-moteur qui va être invoqué et qui va mettre le nombre de chevaux à 100 parce que par défaut, un moteur a 100 chevaux. Ensuite, 1, 2, 3, 4 roues vont être construites. Et après ça seulement, le constructeur de C-auto va entrer en jeu et lui va modifier le moteur pour lui mettre à 150 chevaux et va dire « Je suis le constructeur de l'auto ». Donc ça se fait automatiquement quand on construit un objet qui en contient d'autres. Les objets internes sont créés d'abord dans l'ordre qui sont déclarés. Le moteur en premier, les 4 roues ensuite, puis finalement l'auto elle-même va être construite. Donc c'est comme ça que ça va se passer tout le temps dans une relation de composition. Bon, là ensuite, on va arriver à la partie où on va devoir réfléchir un peu au design de notre affaire. Qu'est-ce qui se passe avec mon auto lorsqu'elle contient des objets? Qu'est-ce que je fais avec les get puis les set dans le cas des objets? Quelle est la bonne façon de faire les choses? Est-ce que je devrais faire un get, par exemple, pour aller chercher une roue? Est-ce que je devrais faire un get qui retourne la roue? Est-ce que je devrais faire un get qui retourne une référence constante? Est-ce que je devrais ne pas faire de get? Comment je veux fonctionner exactement? Évidemment, ça dépend du design que vous voulez avoir, mais il y a des principes de base qui vont demeurer. J'ai fait ici, pour la démonstration, 3 get différents, 3 get roues différents, qui vont nous retourner une roue. Tous les 3, regardez, ils acceptent un index en paramètres et ils retournent la roue à l'index correspondant dans le tableau.
Là, je n'ai pas validé l'index, ce qui aurait été une chose à faire, là, mais je voulais que ça soit directement dans le point H, puis que ça soit facile à lire. Donc, on fait semblant que le chiffre qu'on reçoit est toujours une case valide, et on retourne la roue correspondante. Les trois font la même affaire, là. Ils ont un paramètre, ils font le même return. La différence, ben, c'est leur nom. GetRow-copy, GetRow-référence, GetRow-référence constante, mais aussi leur valeur de retour. Il y en a un qui retourne une roue, l'autre retourne une référence à une roue, et le troisième retourne une référence constante à une roue. Est-ce que ça serait possible d'avoir des fonctions qui auraient le même nom, mais qui seraient différenciées par leur valeur de retour? Bien, on se rend tout de suite compte que non. Lorsqu'on essaie, ça ne compile plus. Il y a une erreur ici. On peut avoir des fonctions qui ont le même nom, mais la différence entre elles doit être au niveau des paramètres. Elles ne doivent pas accepter le même type et le même nombre de paramètres. Si ça, c'est pareil, le fait de changer la valeur de retour, ce n'est pas suffisant pour les différencier. Donc, on est obligé de leur donner des noms différents pour que ça marche, parce que sinon, tout le reste est pareil. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais utiliser ces get-là? C'est ce qu'on va expérimenter ici. Je vais commencer par me déclarer une roue et je vais dire que cette roue-là va être égale à mon auto.getRow-copy 0. Donc, autrement dit, va me chercher la roue 0 et copie-la dans roue-copy. Ensuite, je change la pression de roue-copy et après ça, je lui dis maintenant, va chercher la roue 0 et va chercher sa pression. Donc, voyez-vous la syntaxe, mon auto.getRow-copy, ça nous retourne une roue. Donc, on peut faire un point getPression qui est à l'intérieur d'une roue. Ça va m'afficher la pression. Qu'est-ce qui va se passer quand on va faire ça? J'imagine que vous n'êtes pas trop surpris par le résultat qu'on a ici. GetRow-copy, lorsqu'on va appeler GetRow-copy, il y a un constructeur de copie qui va être fait automatiquement et qui va nous copier la roue. Puis ça se fait simplement sans avoir rien écrit. Je n'ai pas dit je veux créer une copie. J'ai juste fait un simple return. Par défaut, quand on return un objet, l'objet qui est retourné, en fait, c'est une copie de l'objet. On ne retourne jamais directement le vrai objet, on retourne une copie de l'objet. Et ça se fait tout seul. Donc, dans mon main, quand je fais getRow-copy, il y a un constructeur de copie qui est fait. Ensuite, je change la pression de la copie, puis évidemment, sans surprise, quand je vais l'afficher, elle ne sera pas changée. Par contre, regardez ce qui se passe juste sur cette ligne-là ici, quand je fais mon cout, j'appelle de nouveau getRow-copy, donc il va me recréer une autre copie pour que je puisse lui demander sa pression à elle. Donc, ce n'est même pas à l'original qu'on demande la pression. On a changé la pression d'une copie, puis on a demandé la pression d'une autre copie, ce qui nous donne la bonne pression quand même. J'affiche 30 et cette copie-là est détruite aussitôt que mon cout est fini. Donc, vu qu'elle a été déclarée localement, juste sur une seule ligne, elle est détruite tout de suite après. Si je ne veux pas que ça soit une copie, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter une esperluette ici à la valeur de retour, au type de retour qui est là. Là, je lui dis, retourne-moi une référence. Je ne change rien au return. Lui, il continue de dire, je retourne la roue qui est à la case numéro index. Puis et voilà. Mais maintenant, c'est une référence. Dans le main ici, je fais le même manège que j'ai fait tout à l'heure, mais en utilisant getRow-référence. Elle me retourne une référence, donc je dois la mettre dans une variable de type référence vers une roue. Et là, je fais la même chose que j'ai faite avec l'autre, mais là, ce coup-là, ça m'écrit simplement 50. Il y a pas mal moins d'étapes qui sont impliquées parce que là, il n'y a pas de constructeur de copie. La référence est une référence, donc ce n'est pas une copie. Je réfère à l'original. Je change la pression de l'original. Ensuite, je réutilise de nouveau une nouvelle référence à l'original pour aller chercher la pression. Il n'y a aucune copie qui est créée. Ça a changé l'original, puis donc il n'y a aucune destruction qui est faite. Voilà. Avec la référence, je peux aller directement demander à l'auto, donne-moi ta roue. Donne-moi une référence à ta roue. Donne-moi un accès à ta roue. Puis je vais aller changer ce qui se passe dans la roue. Tandis qu'avec la copie, c'est tout le temps une copie qui est passée. Qu'est-ce qui arrive avec la référence constante? Je l'avais commenté parce que sinon, ça n'aurait même pas compilé. Lorsque j'utilise getRow référence constante, elle va me retourner une référence constante à une roue, donc je vais devoir la mettre dans une référence constante à une roue. Et après ça, si j'essaie de faire un set pression de cette référence constante-là, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas?
Parce que la référence est constante. Et qu'est-ce qui arrive à partir d'une référence constante? Tout le monde en cœur, vous vous en rappelez, on ne peut appeler que des méthodes qui sont constantes à partir d'une référence constante. Puis le set pression n'est pas une méthode constante. Évidemment, il ne peut pas l'être puisque son but, c'est de changer la valeur des attributs. Donc, ça ne me laissera même pas changer la pression. Je ne pourrai pas le faire. Je vais recevoir une référence, donc un accès direct à la roue, mais je ne pourrai pas l'utiliser pour changer la pression. Je vais pouvoir l'utiliser, par contre, pour afficher la pression de la roue sans aucun problème. Donc, je vais recompiler ça maintenant en laissant cette ligne-là non commentée. Et vous allez voir, je peux l'utiliser pour ça. Get roue référence constante. Ça va m'afficher mon 50. 50 qui a été changé par la référence de tout à l'heure. Donc, ça marche. Ma référence constante est utilisable. Je reçois un accès direct à la roue, mais je ne peux pas appeler des méthodes qui sont non constantes, donc je ne peux pas changer la pression de la roue. Voilà. Qu'est-ce qui est mieux de faire? Évidemment, on ne voudra pas donner 3 get différents possibles. On veut en choisir un. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'on veut pouvoir demander à l'auto de nous donner accès à sa roue pour qu'on puisse après changer sa pression ou pas? Bien, théoriquement, ce n'est pas une bonne idée. Si on donne un accès direct à la roue en retournant une référence, on brise un grand principe important, celui de l'encapsulation. Notre roue est mal encapsulée. Parce que là, à ce moment-là, notre auto fait juste dire « Voici mes roues, fais-en ce que tu veux », alors qu'elle, elle devrait garder le contrôle sur ses attributs, incluant sur ses objets internes. Donc, on ne veut pas que les gens puissent avoir un accès aux objets internes directement comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Bien, un des deux autres choix. Soit qu'on retourne une copie, qui à ce moment-là permet à l'utilisateur de recevoir une copie et d'en faire ce qu'il veut sans affecter l'original, ou retourner une référence constante. À ce moment-là, on va plus rapidement. On ne retourne pas de copie, on ne crée pas de copie, mais l'utilisateur ne peut pas faire ce qu'il veut avec ce qu'il reçoit. Dans le premier cas, on est plus lent. On construit un nouvel objet, on doit le détruire après. Par contre, l'utilisateur peut faire ce qu'il veut avec, mais c'est peut-être un peu contre-intuitif parce qu'il pense peut-être qu'il change la pression, puis après ça, ça ne l'a pas changé s'il n'a pas suivi ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une bonne idée de le laisser faire ça? Bien, ça dépend de notre design qu'on veut. On pourrait plutôt vouloir tendre vers la référence constante en disant voici mon objet, mais tu ne peux pas le modifier. Là, à ce moment-là, on donne accès en lecture. Mais peut-être qu'on ne veut même pas donner accès en lecture non plus, et peut-être qu'on veut faire aucun de ces 3 choix-là. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va fournir des fonctions, une interface, différentes méthodes pour que lorsque tu demandes à l'auto, elle va accéder aux roues pour toi, à ta place, puis elle ne te donnera pas d'accès direct. Elle va servir d'intermédiaire. Là, il faudra voir comment on veut faire ça. Le moteur, c'est un peu le même principe ici. On a la même discussion. Mon moteur est évidemment un attribut privé. J'ai fait un get moteur qui me retourne une référence au moteur, mais j'ai fait ce get-là privé. Donc, il n'y a pas de get moteur utilisable ici à partir du main. Si j'essaie de faire ceci, ça ne marche pas. Je dis donne-moi ton moteur, puis je demande au moteur de changer son nombre de chevaux pour le mettre à 120. Ça ne compile plus parce que le get moteur est privé. Si je me fais un get privé, ça veut dire que moi, dans mes autres méthodes, je vais pouvoir l'utiliser pour y accéder, mais personne de l'extérieur va pouvoir le faire. De quelle façon on va pouvoir accéder au moteur si son get est privé? Bien, en utilisant une méthode fournie par la voiture, une méthode de l'interface, ici la méthode modifiée. Donc l'auto fournit la méthode modifiée en disant donne-moi un nombre de chevaux, moi je vais dealer avec mon moteur pour qu'il change ce nombre de chevaux-là si je juge que c'est une bonne chose. Donc après ça, l'auto, dans son modifié, va utiliser son get moteur puis va lui demander de changer le nombre de chevaux. Là, elle ne fait aucune vérification, fait que c'est une étape qui semble complètement inutile, mais elle pourrait en faire. Elle pourrait décider, l'auto, elle, pourrait décider, je ne veux pas un moteur plus haut que 200 chevaux. Même si un moteur, lui, est capable d'avoir un attribut
plus haut que ça, l'auto pourrait décider qu'elle refuse. Donc, elle contrôle l'accès à ces objets internes en disant, toi, tu n'y accéderas pas directement. Tu vas passer par une de mes méthodes. Moi, je vais demander à mon objet de se modifier si je juge que c'est correct pour moi. Puis après ça, l'objet lui-même, lui aussi, il peut faire sa propre validation. Donc, la voiture peut dire, moi, je refuse en haut de 200, mais j'accepte tout le reste. Quand elle passe une valeur au moteur en lui disant set-toi à un nombre de chevaux, le moteur lui aussi peut dire attends un peu, là, moi je refuse les négatifs. Donc, chacun des deux va faire ses propres validations. Voilà la discussion sur l'encapsulation reliée à la composition. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Bien, on devrait surtout éviter de faire un get qui nous retourne une référence à un objet, à moins qu'il soit privé. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est juste pour nous à l'interne. À l'externe, on aura possiblement des fonctions, comme par exemple, change la pression d'une roue. Donc, je ne te donne pas d'accès à la roue, mettons, mais moi, si tu me dis quelle pression tu veux mettre à quelle roue, je vais m'arranger pour la changer si je juge que c'est bon. Donc, on lui fournit une interface. Si on lui fournit un get qui retourne l'objet, ça ne sera pas une référence, ça va être une référence constante ou une copie selon le design qu'on a. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on arrive à la fin du main? C'est les destructeurs qui entrent en jeu. Et regardez, les destructeurs sont détruits comment? Qu'est-ce qui se passe? Là, les destructeurs, c'est toujours dans l'ordre inverse des constructeurs. Donc, lorsqu'on arrive ici, on va détruire tous les objets qu'on a créés dans l'ordre inverse qu'ils ont été créés. Donc, on va remonter. C'est quoi la dernière affaire qui a été créée? La roue qui est ici, roue copie. Donc, c'est elle qu'on va détruire. Après ça, si on remonte, la suivante, c'est l'auto. Donc, on va détruire l'auto. Et quand on détruit une auto, l'auto est détruite d'abord, ensuite ses 4 roues, ensuite son moteur. Tout à l'envers par rapport à l'ordre de la création. Rappelez-vous, à la création, on avait d'abord construit le moteur, ensuite les 4 roues et finalement l'auto. Là, tout est à l'envers, c'est comme un miroir. Puis après ça, il y a une autre roue qui est détruite. Pourquoi? Parce que si on remonte encore, on a la roue de secours qui doit être détruite. Donc, les destructeurs sont appelés tout le temps dans l'ordre inverse qu'ils ont été créés. J'espère que tout le monde a suivi ça. Prochaine capsule, on va garder le même projet qui est là avec les autos et on va parler du préconstructeur. Donc, gardez tout ça en tête lorsque vous allez voir la capsule suivante.